Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un concept particulier, le wabi-sabi. Pour que vous compreniez bien ce qui se cache derrière ce vocable, je me suis référée exclusivement au très bon ouvrage de Leonard Cohen, Wabi-sabi, pour aller plus loin, en partageant avec vous la lecture de quelques extraits. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce terme par les magazines de déco qui présentent du mobilier wabi-sabi, des surfaces architecturales, des vêtements, des articles de mode, des décorations d'intérieur et même des œuvres d'art. Certaines de ces choses avaient été intentionnellement vieillies, dégradées, de manière à paraître naturellement usées. On peut se demander si ce qui a l'air wabi-sabi est vraiment wabi-sabi. Qu'est-ce qui fait le wabi-sabi? Je vous invite donc, avec Leonard Cohen, à aller plus loin. Le wabi-sabi est la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes. C'est la beauté des choses modestes et humbles. C'est la beauté des choses typiques. Le wabi-sabi est une des sensibilités esthétiques spécifiques de la civilisation japonaise. Comment est né le wabi-sabi? Le terme sabi est ancien. C'est un concept emprunté à la poésie chinoise qui voulait dire être affligé. Dès avant le XIIIe siècle, le mot était devenu un idéal artistique important dans la poésie japonaise. Le sens incluait le fait de prendre plaisir à ce qui est vieux, passé et solitaire. Sabi désignait aussi la rouille. À la fin du XVe siècle, wabi est apparu pour décrire le ton émotionnel et la matérialité saturée de sabi, d'une nouvelle forme de la pratique de la cérémonie du thé, le thé wabi. Wabi est un mot ancien qui signifie s'excuser profondément, humblement. Au départ, le mot était chargé de connotations négatives, mais au fil du temps, c'est devenu positif au point de vue poétique. Les Japonais emploient l'expression wabi-sabi pour signifier une atmosphère d'entropie, c'est-à-dire un affaiblissement de l'ordre, mais esthétisé. Le wabi-sabi est l'héritier conceptuel moderne du thé wabi. Celui-ci, a écrit Leonard Cohen, c'est le produit d'une façon de voir les choses qui ignore le type de conceptualisation formant l'essence du discours moderne sur l'esthétique. Voyons quels sont les composants esthétiques fondamentaux du wabi-sabi. Premièrement, c'est d'abord une esthétique autre. Le goût wabi, représenté par des objets irréguliers, de texture grossière, constituait l'esthétique autre. Deuxièmement, la transfiguration du banal. Le wabi-sabi survient quand les façons de voir les choses s'écroulent. La beauté du wabi-sabi implique que l'on perçoit quelque chose d'extraordinaire
dans quelque chose qui autrement serait regardé comme très ordinaire. Les céramiques utilisées pour le thé wabi, bon marché et relativement grossières, étaient dès lors considérées comme tout aussi belles que n'importe quel autre genre de céramique. Troisièmement, la beauté aux confins du non-être. Le caractère wabi-sabi est si ténu, si timide, si délicat et subtil qu'on a tendance à l'oublier ou à le considérer comme insignifiant. Repérer la beauté difficile à reconnaître fut l'inlassable quête du thé wabi. Quatrièmement, une élégante pauvreté. Pauvreté ici renvoie à une attitude d'esprit caractérisée par le non-attachement, ne pas s'accrocher à des idées arrêtées ou des choses matérielles. Enfin, l'imperfection. Irrégularité serait un mot plus adapté. Les choses marquées du sceau de l'imperfection peuvent susciter un sentiment d'empathie. C'est ce lien d'empathie entre les objets et ceux qui les regardent qu'ont idéalisé plutôt les maîtres de l'époque du thé wabi. J'espère qu'avec l'aide de Leonard Cohen, vous aurez davantage perçu les subtilités du concept wabi-sabi, qui peut se résumer en spiritualité simple, calme intérieur, esthétique dans l'imperfection. Je ne peux que vous recommander de lire son ouvrage ainsi que d'autres sur le sujet, car c'est un concept très particulier. Ainsi se termine cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien et passez un bel été.